Salut les programmeurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel, dans ce deuxième tutoriel concernant MATLAB. Alors ici, j'ai un circuit électrique dont je vais faire la résolution du circuit. Faire la résolution du circuit consiste à programmer les matrices à l'aide de MATLAB. La matrice ici, à programmer, c'est la matrice de courant. Alors dans la résolution du circuit telle que voici, ici on utilise les lois de Kirchhoff pour sortir les différentes équations. Et après avoir sorti différentes équations, on fait la mise sous forme matricielle. Alors ici on a la matrice d'impédance pour la matrice de courant qui donne la matrice de tension. Bien connu, ce sont les courants. Alors ici on a le courant, la matrice de courant égale à la matrice inversée d'impédance multipliée par la matrice de tension. Alors pour faire la résolution de ce circuit, c'est-à-dire déterminer les différents courants I1, I2 et I3, on utilise ici la programmation MATLAB. Tel qu'on a vu dans le précédent tutoriel, la programmation MATLAB c'est une programmation matricielle numérique et de représentation graphique. Ici on a l'approche programmée de MATLAB avec le code qui permet la résolution de ce circuit. Alors j'ouvre directement mon MATLAB. Dans le MATLAB qui est ici, voici le code que j'ai pu éditer dans MATLAB. Les déclarations qui vont nous permettre ici la gestion des différentes variables. Parce qu'on aura ici les variables complexes. Ici on a d'abord la déclaration des variables FG, W, UG. UG étant la valeur efficace de la tension, R1, R2, LE, l'inductance, ici le condensateur. Quand je mets 100 E-3, ça veut dire 100 fois 10 expo-3, c'est-à-dire 100 mini-Henry. Comme c'est l'inductance. C égale à 10 E-6, ça veut dire 10 microfarads, donc 10 fois 10 exposant moins 6 farads. Pour la description matricielle du circuit, ici on a juste la matrice d'impédance. La matrice d'impédance, on a Z égale à ceci. Alors pour la matrice d'impédance, je vais retourner dans le PDF, dans le fichier. Alors la matrice d'impédance, la déclaration Z égale à R1. R1 ici, voici ça. Ici on a plus 1 sur J fois oméga fois C, le voici. Et ensuite on a 0. Maintenant pour faire la deuxième ligne, on part à la ligne avant de mettre la deuxième ligne. Ensuite on part à la ligne avant de mettre la troisième ligne. La troisième ligne qui est 1, moins 1, moins 1. Ensuite maintenant on a la matrice de tension. Ce sont les deux matrices qui sont connues pour l'instant. Ce qu'on cherche c'est la matrice de courant. Ce sont des valeurs complexes parce qu'ici on a déjà l'impédance qui est une impédance complexe. Si on multiplie avec la tension, ça va donner ici un courant complexe. Ça va donner une valeur complexe du courant. Alors ici on a U égale à UG00 inf Z2 multiplié par U. La matrice de courant, c'est la matrice inversée d'impédance multipliée par la matrice de tension. C'est ça qui donne ici la I égale à inf Z2 multiplié par U. On a défini les matrices Z et la matrice U. Maintenant on va afficher les valeurs. Pour afficher les valeurs, on affiche d'abord I. I ici c'est la valeur complexe du courant. I efficace, c'est la valeur efficace du courant qui est abs entre parenthèses I. Abs entre parenthèses I ici, ça va donner la valeur absolue de I. La valeur absolue d'une variable complexe va donner le module de cette variable-là. Si on veut faire la valeur absolue d'une valeur complexe, ça va donner le module de cette valeur. Maintenant, phase de I égale à angle de I. Angle ici va donner la valeur de l'angle de I en radian. Pour revenir en degrés, on multiplie par 180 et on divise par pi. On affiche maintenant les courants sous forme matricielle. On met d'abord la variable complexe, ensuite on met la valeur efficace. Et ensuite on met la face de I. Donc on va mettre ici chaque fois. I ici là c'est I1, I2, I3. Donc on met I1, on met I1 efficace. On met face de I1. I2, I2 efficace, face de I2. I3, I3 efficace et face de I3. C'est ce qui donne le résultat dans MATLAB que voici. Et dans la partie affichage des valeurs, I d'abord représente les valeurs complexes I1, I2 et I3. Donc I1 c'est la première ligne. I2 la deuxième ligne. Et I3, la troisième ligne. I1 efficace, première ligne. I2 efficace, deuxième ligne. I3 efficace, troisième ligne. Même chose pour la phase. La phase phi1 du courant I1, phi2 du courant I2 et phi3 du courant I3. Les différents courants. Ensuite, on a les valeurs efficaces. Valeur efficace ici, là, comme c'est un réel, ça fait plus 0i. Maintenant, dans la phase aussi, ici c'est en degrés, on va mettre plus 0i. Parce que ça va considérer toutes les valeurs comme des complexes. Donc, ça va mettre sous forme complexe. Donc, si c'est un réel, ça va mettre plus 0i. Pour dire la partie imaginaire est nulle. Maintenant, ici, la deuxième ligne représente I2 complexe, I2 efficace et phi2. Troisième ligne, I3 complexe, I3 efficace et phi3 dans la phase de I3. S4C. Voilà, c'est le nom de mon fichier. Donc, je peux juste entrer ça et lancer la simulation. Ou bien encore, je viens ici dans Editor. Dans Editor, je pars sur Run. En partant sur Run aussi, je lance la simulation.
Lorsque lance la simulation, ici de la partie commande Windows, on va voir les résultats qui vont s'afficher. Le nom du fichier qui vient de s'afficher, c'est X4C. On va voir les différents résultats qui vont s'afficher. Voilà, on a les résultats qui se sont affichés. On a d'abord le nom du fichier qui s'affiche et ensuite les résultats qui s'affichent. Et ça là, c'est ce qu'on a fait précédemment. Je voudrais ici revenir pour expliquer ça. Donc, si vous avez vu en entier le tutoriel précédent sur l'introduction à MATLAB, si vous avez vu en entier, vous avez vu le commencement de cet exercice. Si vous n'avez pas vu le tutoriel précédent, je vous laisse le lien en description et en commentaire pour l'introduction à MATLAB. Aujourd'hui, on va donc faire les réponses fréquentielles et temporelles d'un filtre REC passe-bas. À ce niveau, on a notre filtre passe-bas. On veut déterminer la réponse fréquentielle. On veut d'abord déterminer et ensuite tracer la courbe. La réponse fréquentielle est décrite par la fonction de transfert. Ici, on a les différents formats qu'on rappelle pour gérer les différentes variables. Dans la description du circuit, on met exactement tous les paramètres connus. Les paramètres du circuit, on a R, on a C, on a oméga. On a oméga. Ici, on n'a plus besoin de mettre R fois C fois J fois oméga. Ici, on met 1. Donc, ça prend en compte déjà J oméga. Donc, ici, la fonction de transfert, c'est sur la forme de la place. Sous la forme de la place, on considère P comme l'inconnu. P qui est égal à J oméga. Raison pour laquelle, dans le dénominateur den, la variable den, on met juste RC, R fois C et on met 1. Ce sont les différents paramètres. Et là, on met HRC égale à TF. TF ici, là, déjà, c'est une forme de la place. Donc là, c'est la fonction de transfert du filtre RC H de J oméga. Pour le tracé du diagramme de Bode, c'est assez simple. Il suffit juste de mettre la Bode. Bode ici, là, c'est la fonction qui permet de tracer le diagramme de Bode. Et on met entre parenthèses la fonction de transfert sous forme de la place avec la fonction TF. Pour le calcul de la réponse fréquentielle, on a Fmin, on a Fmax, on a N points. Le nombre de points juste qui va se situer au niveau de la courbe. Bon frec qui est égal à log space log 10 Fmin. Le logarithme de base 10. N point W2 pi F. Module face égal à Bode HRC virgule W. Le module, ça serait le module de HRC. On fait le calcul de la réponse fréquentielle. On fait le traçage de la réponse fréquentielle. Alors pour l'instant, l'objectif n'est pas de retenir le code en entier, mais c'est de comprendre juste les différentes lignes. Donc comprendre les différentes syntaxes, comment les syntaxes doivent être utilisées, comment appeler telle fonction, comment utiliser telle fonction et à quoi sert telle fonction. Ici on a plusieurs fonctions. On a la fonction Bode déjà qui permet de tracer le diagramme de Bode. Lorsqu'on met Bode, on met entre parenthèses la fonction de transfert du filtre que l'on veut tracer son diagramme. Et là, Frank égale à log space. Ici, on met l'espace de fréquence. Logarithme de base 10, Fmin. Logarithme de base 10, Fmax et N point. Ici, on a la fonction module pour l'axe des modules. Et phase ici, là, pour l'axe des phases. On a semi-log X. C'est pour tracer un papier semi-log. Avec ici l'axe des fréquences. Les fréquences ici, là, pour le module. 20 log de base 10 de module. Ici, grid, c'est pour tracer la grille. Bon, ce qu'on va faire, je lance directement la simulation en appuyant sur le raccourci clavier F5. Alors le nom ici apparaît dans la commande Windows. On a la simulation qui s'est fait, la compilation qui s'est fait. Voilà. Dans la figure 3, c'est le diagramme de Nike. Figure 2 ici, c'est la réponse fréquentielle, l'axe des modules. Ici, l'axe des fréquences tout en bas. L'axe maintenant des phases en degrés et l'axe des fréquences. Deuxième figure, la réponse fréquentielle avec le diagramme de phase. Et dans la troisième figure, c'est le diagramme de Nike. Maintenant, on va passer au cas de la réponse temporelle du circuit linéaire. Dans notre filtre REC passe-bas, c'est la même fonction de transfert. Alors, on veut calculer à partir de MATLAB, on veut tracer les réponses temporelles pour différentes entrées. La description du circuit, c'est la même chose. Paramètres sur REC, le numérateur et le dénominateur. Et ensuite, on met HRC sous forme de la place. HRC sous forme de la place égale à TF num, virgule, den, le numérateur et le dénominateur. Ensuite, ici, on a le traçage de la réponse indicielle. Donc, tout ça, on va tester pas à pas et voir comment ça marche. Et tester d'abord ce petit bloc de code et je vois le résultat. Raccourci F5 pour compiler. Dans la partie commande Windows, on a le nom du fichier qui apparaît pour que ça en suive la compilation. La réponse indicielle. Ici, c'est une réponse temporelle. Donc, on a l'amplitude en fonction du temps. Pour la réponse fréquentielle, c'était plutôt le module en décibels en fonction des fréquences.
Après avoir fait la réponse indicielle, on définit un modèle temporel. On a d'autres réponses ici qui sont proposées, la réponse à un sinus et la réponse à un carré. La réponse à un sinus, c'est la réponse à un signal sinusoïdal. La réponse à un carré, c'est la réponse à une fonction racine carrée. Ensuite, après avoir défini, ils ont ici tracé les différents cas de réponse. Ici, on a le calcul de la réponse à un sinus. Dans l'entrée ici, ISTS, l'entrée, c'est une fonction sinusoïdale. Ici, on peut tracer la sortie en fonction de l'entrée. On utilise la fonction LSIM, HRC, ISTS et TT. TT ici étant la base de temps, ISTS étant l'entrée, la fonction d'entrée sinusoïdale et HRC étant la fonction de transfert. Dans le premier cas, ici on a la base de temps TT, YTS. Donc YTS dans le premier cas, c'est la première réponse, la réponse à la fonction sinusoïdale. Ici on a TT, la base de temps ISTS, l'entrée dans la fonction sinusoïdale. Ici là c'est juste la manière dont on va tracer en utilisant cette légende dans les doubles tirets. Y label, ici c'est juste un message qu'on va afficher sur l'axe des ordonnées. Dans axis, on a T min, T max, moins 1 fois l'amplitude, 1.1 fois l'amplitude. Donc on va tracer YTS en fonction de T. Et là maintenant, pour le deuxième cas, le deuxième tracé, toujours avec la même légende, les doubles tirets, c'est le tracé de la réponse à un signal carré, la base de temps. Ici on a la réponse au signal carré, ici on a la base de temps encore, et là la fonction carré. Ici on a toujours le paramétrage de l'axe du temps. Alors sur lancer la simulation, on a déjà le nom du fichier qui apparaît dans la commande Windows. On a les différentes courbes qui apparaissent. Dans la première réponse ici là, YIN, c'est la réponse indicielle. La deuxième réponse, c'est la réponse à une fonction sinusoïdale. Et la troisième réponse, c'est la réponse à un signal carré. Ce sont les différentes réponses pour différentes entrées. Alors je vous laisse quelques temps pour regarder la partie traçage des réponses temporelles. Si vous avez une question, n'hésitez pas, faites pas en commentaire. Faites pas de toutes vos questions en commentaire. Et si vous avez aimé, si vous avez apprécié le tutoriel, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce. Et abonnez-vous à la chaîne afin qu'on continue cette formation sur MATLAB, la partie programmation et partie simulink ensemble. Bon, en attendant, chers programmeurs, je vous annonce ce qu'on va faire prochainement. La mise en valeur des résultats expérimentaux à l'issue des différentes expériences sur un ressort. Ici, on a les différentes valeurs pour pouvoir ici tracer un graphique caractéristique d'un ressort. Je vous très bientôt à vous pour ce prochain exercice et au plaisir de vous revoir.